Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée. À la une de ce jeudi, effondrement meurtrier d'un pont vétuste jeté sur la rivière Love à Chikapa. Un gros camion chargé de sacs de ciment à la base de cet effondrement. Bilan provisoire, plusieurs dégâts et 7 morts. La rupture de la traversée fait déjà craindre la pénurie des produits vivriers. Le détail dans un instant. Également sommaire, rebondissement dans l'affaire démolition du marché central de Kinshasa. Sur les 35% du budget déjà décaissé, seulement 5% de travaux sont réalisés sur le terrain. L'inspection générale de finances met la pression sur les entreprises exécutant pour livrer l'ouvrage d'ici à novembre 2023 et aucun jour de retard ne sera toléré. On en revient dans ce journal. Et enfin, J-13 pour le début d'enrôlement et d'identification des électeurs dans le Grand Katanga. Pour le bon déroulement de ces processus, les membres de la centrale électorale déployés dans plusieurs territoires dans le Grand Katanga sont à présent à l'étape de sensibilisation. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez la radio-télévision nationale congolaise. La réalisation du président de la République dans la santé, l'éducation, les infrastructures, le conseil de veille stratégique chargé de faire les suivis des engagements pris par Félix Antoine Tshisekedi a élaboré son plan de travail pour l'année 2023. Il a été présenté au chef de l'État au cours d'une réunion qu'il a présidée. Suivez. Les peuples d'abord ne pas qu'un slogan. Le président de la République, qui veut à tout prix matérialiser cette idéologie, a présidé ce mercredi 11 janvier à la Cité de l'Union africaine, la 3e réunion du comité de pilotage du Conseil présidentiel de veille stratégique. Les coordonnateurs de ce service spécialisé de la présidence de la République, François Mwamba Chimbi, a indiqué que les buts de cette première rencontre de l'année est de soumettre au chef de l'État la feuille des routes pour l'année 2023. Ce que nous avons fait aujourd'hui à l'ordre du jour, nous avions à présenter notre plan de travail parce que on ne se lève pas un matin, on dit voilà ce qu'on va faire, les choses se préparent et que donc nous sommes venus ici soumettre au président de la République notre feuille de route pour l'année 2023. Qu'est-ce que nous allons faire à partir du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de cette année. Donc ce plan a été adopté, a été validé. Et donc, il ne reste plus qu'à se mettre au travail, n'est-ce pas? Plusieurs points ont été abordés lors de cette séance de travail, parmi lesquels la gratuité de l'enseignement primaire, la couverture santé universelle, ainsi que la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires qui vise à améliorer le cadre de vie des populations rurales. Le président Félix Tshisekedi a insisté sur ces derniers points qui consistent à combattre la pauvreté et les inégalités sociales. C'est la couverture santé universelle. Mais quand est-ce que nous aurons un système de santé ici à la fois efficace et qui permettent à ceux qui ne sont pas riches, à ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, de pouvoir accéder à un niveau de soins qui soit comparable à celui dont bénéficient les gens qui ont les moyens. Par rapport à cette initiative-là, vous savez, il avait lancé l'idée que la maternité de nos mamans soit rendue gratuite, tout ça, etc. Les conseils présidentiels de veille stratégique est une structure technique qui a pour mission de suivre et d'évaluer la mise en œuvre des engagements du garant de la nation repris dans le programme commun du gouvernement afin de faciliter la prise des décisions stratégiques pour la nation. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé et le ministre du Budget Aimé Boji ont siégé comme membres de cette structure. Il a fallu attendre près de 63 ans pour voir enfin le gouvernement congolais construire de nouvelles universités. Plusieurs chantiers sont déjà ouverts dans différentes provinces de l'RDC. De précisions fournies hier par le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire Mwindo Nzangi lors d'une conférence de presse co-animée avec le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya. Le grande ligne de ces face-à-face avec la presse avec Joël Kayembe. Les vents de modernisation de l'environnement d'apprentissage en RDC constituent un élément prépondérant pour l'amélioration du secteur de l'éducation au pays. C'est dans ce cadre que le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya et son collègue de l'enseignement supérieur et universitaire Mwindo Nzangi ont communiqué sur la réalisation en cours du projet de construction des infrastructures universitaires en RDC. Mwindo Nzangi a, dans ses explications,
dresser les tableaux qu'il a jugés satisfaisants de la situation des infrastructures universitaires en RDC. Pour la première phase lancée par les chefs de l'État, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire note des avancées significatives dans les 5 universités, notamment l'Université pédagogique nationale, l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, l'Université de Kananga, l'Université de Mbujimaï et l'Université de Bunia. Depuis l'après-indépendance, l'État congolais n'a pas songé à construire des universités. Aujourd'hui, nous avons besoin de construire des universités grâce au président de la République. C'est des universités qui commencent à zéro pour s'achever après 3 mois, a-t-il souligné. Patrick Mouya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a salué l'implication du gouvernement dans la nécessité de construction des infrastructures universitaires qui, pour la première fois depuis l'indépendance, a mis des moyens suffisants pour permettre aux étudiants d'être formés dans un environnement d'apprentissage propice. Je le dis au sommaire, tout est bloqué à l'instant à Chikapa depuis que le pont Love jeté sur une rivière a cédé sous les intempéries. Aucune voiture ne passe, aucun camion, aucun piéton non plus. Tout est au point mort. Bilan provisoire, 7 morts et plusieurs dégâts matériels. François Souboula et Pompon Omba pour le reportage. Rien n'a résisté au courant d'eau. Les chutes ont absorbé et le pont et le véhicule rempli de marchandises. On dirait rien n'avait existé avant. Nous avons vécu un fait inimaginable. Le pont est englouti par la rivière. Nous avons été surpris par un grand bruit de la chute. C'est tout ce qui reste de la ferraille du véhicule et du pont. Tout est englouti, le passager aussi. Triste, les populations de l'autre rive réalisent que la communication est rompue, comme l'explique le député national, Guy Mafuta. Ils ont vu de courir, ils ont vu le camion s'enfoncer dans l'eau, dans les chutes, et jusqu'à disparaître. Et avant de traverser, il y a eu des passagers qui avaient peur, qui étaient descendus. Certains, notamment une femme et 3 enfants, et malheureusement, on a enregistré 7 morts au regard des témoins vivants sur place. Il y a intérêt de faire diligence pour éviter la pénurie à Chikapa. C'est une route importante qui du coup met en mal le marché de consommation dans la ville de Chikapa, parce que c'est une route de dessert agricole par laquelle plusieurs produits vivriers passent. Et aussi la veille de l'enrôlement commence le 24 prochain au Kasaï. À la veille de l'enrôlement, c'est 2 secteurs qui sont coupés du monde. Aussi, il faut penser à ces 2 zones de santé importantes qui doivent être alimentées en produits. Le camion précipité dans les chutes transportait du ciment. Le pari de prendre un vieux pont était risqué. L'infrastructure devrait être remplacée depuis longtemps pour éviter ce drame avec mort d'homme. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC débattue longuement à Bruxelles en Belgique. Le président du Parlement de la région de Bruxelles en a discuté avec le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Christophe Mbosso, qui séjourne en Belgique, prévoit aussi des rencontres avec plusieurs personnalités belges. Sylvie Mouembo pour plus de précisions. Kinshasa et Bruxelles partagent un lien historique depuis des années. La voix de la République démocratique du Congo dans la capitale européenne a été portée par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapwanga, auprès de Rachid Madran, président du Parlement de la région de Bruxelles en Belgique. Il lui a été exprimé l'engagement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le retour de la paix dans la partie est de la RDC qui ne font l'ombre d'aucun doute, ce malgré les soutiens du Rwanda au groupe terroriste du M23. Le soutien de son Parlement est très attendu. Au cours de 2023, année électorale en RDC, les élections auront lieu dans les délais constitutionnels. Nous sommes venus en visite de travail en Belgique, rencontrer les autorités belges pour leur présenter la situation de la République démocratique du Congo. En même temps, en profiter pour remercier les autorités belges pour les efforts qu'ils consentent à accompagner la République démocratique du Congo pour retrouver la paix,
face à l'agression rwandaise. Le jumelage entre les villes est une priorité pour Christophe Mbosoko Diapwanga. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a été reçu par l'échevine chargée des relations internationales de la ville de Charleroi avant d'aller visiter les chantiers de la future cité des métiers. À Charleroi, nous pouvons nous enorgueillir d'avoir une communauté africaine unie, active et très investie dans la vie culturelle, sociale et associative. Certains de ses représentants sont d'ailleurs présents parmi nous aujourd'hui. Je profite de cet instant pour vous remercier d'être si impliqués d'ailleurs dans la vie culturelle et festive de Charleroi. C'est votre dynamisme qui nous permet de nous rencontrer si souvent, de préserver des liens et de partager des moments de convivialité. L'agenda du président de l'Assemblée nationale prévoit sa rencontre avec le Premier ministre belge et autres personnalités belges. Coopération à présent, en 17 ans, la ville de Namur a accompagné plusieurs communes de la ville de Kinshasa dans l'amélioration des services de l'État civil. L'évaluation a été faite au cours d'un déjeuner de presse auquel a pris part le président du Sénat congolais, Modeste Bahati Lukwebo. Sandra Nyangi Tabou Gelor Kimpianga enseignait ces reportages. Le président du Sénat, Modeste Bahati, a été informé du niveau de la coopération entre la ville de Namur et la commune de Massina au cours d'un déjeuner organisé par la déléguée générale Wallonie-Bruxelles à Kinshasa, Catherine Brahi. Modeste Bahati a été informé également des différentes actions que mène la ville de Namur dans le cadre de sa coopération avec la commune de Massina. Cela va de la construction des bureaux des quartiers, la réhabilitation des certains à l'élargissement de ce partenariat dans le secteur de santé. Maxime Prévost, qui est également président du parti politique Les Engagés, a profité de ce déjeuner avec le speaker de la Chambre haute du Parlement pour aborder les relations entre la RDC et la Belgique sur fond des avancées relatives à la reconnaissance par le Royaume de Belgique des abus liés à son passé colonial. Nous avons eu l'occasion, avec Monsieur le Président du Sénat, avec Madame la directrice de cabinet adjointe du Président de la République, eu l'occasion d'évoquer une série de dossiers qui concernent l'évolution du paysage politique belge, les relations entre la Belgique et la RDC, à l'heure où la Belgique a fait un travail aussi destiné à améliorer sa reconnaissance aussi de son passé et avec à la clé des interrogations politiques sur la nécessité ou les modalités de la présentation des excuses par exemple. À noter qu'au-delà des collaborateurs du bourgmestre de la ville de Namur, le président du Sénat, la directrice de cabinet adjointe du chef de l'État, quelques représentants de la société civile et journalistes ont été associés à ces échanges. J'en reviens sur ce que je dis au sommaire. Un ultimatum lancé aux entreprises qui exécutent le travail au Grand Marché de Kinshasa sur la route Lingessa et celle chargée de l'éclairage public pour finir le travail d'ici la fin de cette année. Cette mise en garde lancée par l'Inspection générale de finances a été au cours d'une réunion. Aucun jour de retard ne sera toléré, a précisé Jules Alingué. Une année après la démolition du marché central, les travaux de réhabilitation prennent encore le pas. Même constat avec le travaux sur la route Lingessa et aussi avec l'implantation des plus de 2600 poteaux de l'éclairage public. L'inspection générale de finances appelée à contrôler actuellement tous ces travaux a convoqué en urgence toutes les entreprises impliquées dans l'exécution pour une mise au point. S'agissant du marché central de Kinshasa, 35% du montant prévu ont été déjà débloqués, mais les travaux sont encore au niveau de la fondation, représentant ainsi 5% seulement de l'exécution physique. Les entreprises Sogema et Zengwen qui exécutent ces travaux ont été sommées d'accélérer les rythmes et ont pris l'engagement de livrer ces marchés à la ville de Kinshasa au mois de novembre 2023. Nous allons vous mettre sous haute surveillance. Vous êtes prévenus. Nous allons vous mettre sous haute surveillance et nous tenons à ce que ces marchés soient rendus à la ville de Kinshasa à la date prévue, à savoir le 30 novembre. Il n'y a pas un jour de plus. S'agissant de l'avenue Lingessa, l'entreprise Adi Construction qui exécute les travaux a promis de tout terminer dans un mois. Pour ce qui est de l'éclairage public exécuté par la société Solectra, 2500 socles sont déjà placés et la phase de la mise de poteaux démarre déjà au mois de février 2023. L'inspection générale de finances a prévenu toutes ces entreprises aucun retard ne sera toléré dans la livraison de tous ces travaux prévus déjà cette année.
Notification de nouveaux dirigeants des entités territoriales décentralisées. Le ministère de l'Intérieur court derrière la montre. Après plusieurs provinces, hier, c'était le tour de ceux de la province de Bas-Zouélé et Haut-Zouélé d'être notifiés par le vice-ministre de l'Intérieur qui séjourne dans ce coin du pays, Chimène Doundou, pour plus de précision. Faisant d'une pierre deux coups, ayant expressement invité le gouverneur de province de Bas et Haut-Zouélé, les nominations de ces deux provinces étaient remises au vice-gouverneur, tandis que celle de Haut-Zouélé était remise à la gouverneure de la province de la Chopo. De la première occasion, car le gouverneur Christophe Basséané n'avait pas pu arriver à Kisangani. La gouverneure de la province de la Chopo, Nikomba Sabungo, rappelle les heureux nominés qu'ils ont le devoir de résultat et doivent travailler dans l'objectif de matérialiser la vision du chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans leurs entités respectives, avant de les appeler à travailler pour l'intérêt de la population, tous à gardant l'harmonie entre titulaires et adjoints. Par les ordonnances du président de la République Chita, là où vous êtes, vous le représentez. Vous devez vous porter comme tel. Vous êtes tenu à extérioriser sa vision. Il vous donne ce mandat pour l'accompagner dans sa mission. 24 heures sur 24 heures, vous devez vous rendre disponible pour la nation. Signalons que tous les nominés n'ayant pas été présents dans la salle, passera au cabinet de la gouverneure de province pour réceptionner sa lettre de notification. Il ne reste plus que l'étape de remise reprise pour que ces heureux promis prennent officiellement leur fauteuil. Les couteaux toujours tendus au sein de la cimenterie nationale entre le syndicat et les comités dirigeants. Les deux parties étaient hier autour du directeur de cabinet adjoint du chef de l'État pour voir comment relancer cette entreprise. Une réunion élargie aux députés provinciaux de la province du Congo central. Blandine Nzou pour plus de précision. Jadis fleuron de l'économie congolaise, la cimenterie nationale basée à Kimpese dans la province du Congo central va bientôt renaître de ses cendres. Grâce à l'application personnelle du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la SINAT, dont la production est aux arrêts depuis plus de 10 ans, va bientôt bénéficier d'un souffle nouveau. Autour du directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions économiques et financières, André Ouamesso, cette séance de travail a réuni les trois parties concernées par le processus de relance de la SINAT. Il était question pour la CODER, la SINAT et la Société Diamonde de formuler ensemble une proposition de sortie de crise. Nous remercions le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour l'initiative qui avait été prise par l'Assemblée provinciale du Congo central quant au litige, quant à la confusion qui régnait au niveau de la SINAT. Et aujourd'hui, tout cela a été aplani, la confusion a pris fin et la consolidation du partenariat PPP-CODER-SINAT en est le résultat. Et par rapport à ces partenariats-là, tout sera mis en œuvre pour nous permettre en fait de relancer rapidement la production du ciment par la SINAT. Pour l'Assemblée provinciale du Congo central, qui a constitué une commission valablement représentée à cette séance de travail, une réforme de la SINAT est plus qu'impérieuse. L'entreprise SINAT est une entreprise d'État jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est un patrimoine de l'État congolais et donc cette entreprise contribue à l'économie du pays. Il s'est passé beaucoup de choses. Pendant presque 12 ans, cette entreprise n'a pas tourné. Et il y a eu plusieurs accords, plusieurs contrats qui ont été signés, mais qui n'ont pas respecté les règles en la matière. Aujourd'hui, nous parlons de la relance. Toutes les parties concernées par ces contentieux ont suivi les recommandations du ministère de portefeuille. Et ce sont ces recommandations-là qu'on va mettre en musique. Véritable bouffée d'oxygène pour la délégation syndicale. Ces délégués ne jurent que sur la relance de cette usine d'intérêt national en vue de soulager de nombreux agents impayés depuis une centaine de mois. Nous, syndicalistes, ce qui nous préoccupe, c'est la partie travailleur.
tout ce qui peut venir pour la relance des Sénat serait une bonne chose, mais il faut que les travailleurs se retrouvent. Or, la manière où Diamond était arrivé en mettant les agents extérieurs, nous avons recouru directement à l'article 80 du Code du travail en impliquant l'inspection du travail. Ça fait 12 ans, les agents Sénat ne vivent qu'avec de petits acomptes. Ils ne touchent plus leur salaire. Les pensionnés qui sont sortis en pension mais qui n'ont jamais eu leur décompte final. Et c'était la péril en demeure qui devait sortir même de la maison. Heureusement, avec ces solutions ici, nous pensons que les choses ont bien marché. Construit depuis 1954 sur demande du maréchal Mobutu, la SINAT n'a plus produit un sac de ciment depuis 2011. En attendant la finalisation du processus qui passe par plusieurs préalables, le directeur de cabinet adjoint du président de la République exhorte toutes les parties prenantes à se mettre rapidement au travail afin de présenter des propositions concrètes pour permettre finalement à la SINAT de connaître un nouveau souffle. Plus de 200 observateurs de différentes confessions religieuses seront déployés sur le terrain pour superviser le processus électoral. Pour l'instant, ils suivent une formation de 2 jours pour soutenir davantage travaux supervisés par le président de l'Église du Réveil du Congo, l'évêque Dodo Kamba. C'est un reportage de Serge Merlem-Mata et Rafen Sadi. Animée par les experts de la Commission électorale nationale indépendante, cette activité des 10 jours a tourné autour des enjeux éthiques de la collecte des données et de l'élaboration des rapports narratifs de l'observation du processus électoral. Dans la clôture des travaux, l'évêque général Israël Dodo Kamba, président national de l'Église des Réveils du Congo et président de la plateforme des confessions religieuses, a fortement exhorté les participants à capitaliser les nouvelles connaissances apprises et acquises qui vont leur permettre de remplir pleinement leur mission d'observation électorale. La tâche qui vous attend exige le respect du code de bonne conduite. Mettez donc en pratique tout ce que vous venez d'apprendre pendant ces 2 jours de formation. Et surtout, veillez à ne jamais faillir à la mission qui est la vôtre. Cette séance de mise à niveau a été d'une importance énorme pour ces 200 observateurs à long terme de la première ère opérationnelle du réseau d'observation des confessions religieuses. Fiers de cette formation, nous permettons d'être à la hauteur de la tâche qui nous sera confiée. Cet atelier de renforcement des capacités a été organisé entre autres dans le souci d'accompagner et de contribuer à la crédibilisation du processus électoral en cours et à la consolidation de la démocratie en République démocratique du Congo. J-13 pour le début d'enrôlement et d'identification des électeurs dans le Grand Katanga pour le bon déroulement de ces processus. Le membre de la centrale électorale déployée dans plusieurs territoires dans cette partie du pays sont à présent à l'étape de sensibilisation. Anastasie Doumbou. La Commission électorale nationale indépendante CENI s'engage à déployer ses agents à travers les entités électorales dans la province du Haut-Katanga. En fonction de ce programme, le personnel de la CENI dans la ville de Lubumbashi a organisé le mardi 10 janvier 2023 la marche de sensibilisation à l'enrôlement afin de vulgariser la participation massive aux cycles électoraux de décembre 2023 en République démocratique du Congo. Au cours de cette activité, les formateurs de la CENI ont invité les majeurs et les Congolais résidant à l'étranger dans les pays concernés par les élections en République démocratique du Congo à se présenter au centre d'inscription en vue de se faire enrôler. En cette circonstance de sensibilisation au profit de l'enrôlement populaire, la responsable de la CENI dans le Haut-Katanga, Mimi Mukulumoya, s'est confiée à la presse. Une caravane que nous avons organisée pour annoncer l'enrôlement des électeurs très bientôt dans la province du Haut-Katanga, c'est-à-dire le 25 janvier. Nous appelons tous les électeurs, tous les requérants qui viennent se faire enrôler dans le centre. Et à Lubumbashi, nous aurons pratiquement 110 ans. Et il suffit juste de regarder à côté de là où on habite pour identifier un centre, s'approcher et se faire enrôler. Toutes les personnes éligibles sont tenues à s'enrôler massivement pour la réussite du processus électoral en République démocratique du Congo.
La paix serait-elle revenue définitivement dans la province de Kouang après les conflits Teke-Yaka? Pour se rassurer, le commissaire divisionnaire en charge de l'administration de la police nationale congolaise, le général Patience Mouchidiav, est descendu sur le terrain. C'est un reportage de l'RTNC Kouang. Après les provinces du Kwilu et de Maïdombe, le commissaire divisionnaire en charge de l'administration de la police nationale congolaise, le général Philemon Patience Yav Mouchid, a fait une visite d'inspection des éléments à l'escadron de la police de la province du Kwango dans la cité de Bukangalunzo, qui s'occupe des opérations de pacification dans les conflits Teke et Yaka dans les territoires du Kwamouth. Le général Philemon Yav justifie sa présence par l'évaluation des opérations et accomplir la mission confiée à la police nationale congolaise par le gouvernement, celle de sensibiliser ces communautés. J'ai commencé cette visite dans les territoires de Congo. La mission est divisée en deux. La première partie, je suis venu sur le contrôle, l'évaluation et le suivi des escadrons de la police que nous avons montés afin de suivre de près les dossiers Yaka et Teke dans les grands bancs d'Ondou. Si ces escadrons sont en train de faire du bon travail. De ce côté-là, tout va bien. La deuxième mission que je viens de vous le dire, c'est une mission confiée par le gouvernement congolais, de faire le tout pour le tout, de sensibiliser les deux communautés Yaka et Teke, de revenir à la raison. Il a rassuré que toutes les mesures sont prises pour que la police nationale congolaise mène à bien cette mission. Le général Philemon Patience a ensuite eu une causerie morale avec les policiers à côté du général Fidel Kaoumba, commissaire provincial de la police de la province du Congo, et a visité les dépôts de cet escadron où riz, savon, sucre, pain, lit et autres biens sont gardés. Aussi des moyens de déplacement, à l'instar d'une jeep, avant qu'ils reprennent la route de Kinshasa. La province du Sud Kivu, dotée d'une polyclinique moderne et d'un nouveau pont, l'inauguration de toutes ces infrastructures a été faite par le ministre d'État en charge de l'Emploi et Travail, Claudine Ndoussi. Willy Atunakov était dans sa suite. Le territoire de Kabare dans la province du Sud Kivu est désormais doté d'une polyclinique moderne et bien équipée, dont de la fondation Claudine Ndoussi Mwakembe, inaugurée depuis le 5 janvier dernier dans la localité de Buhozi, à quelques dizaines de kilomètres au sud de la ville de Bukavu, par la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. C'était lors de son séjour de sensibilisation de la population de ces territoires à la participation massive, à l'enrôlement et au scrutin au moment opportun. D'une capacité d'une 50aine de lits, cette formation médicale de proximité, dénommée Mamani Mama, dispose de 4 blocs opératoires et de différents services tels que soins intensifs, pédiatrie, maternité, imagerie médicale et médecine interne. Elle permettra à coup sûr à la population de Buhozi et de ses environs l'accès aux soins de santé primaires de qualité à moindre frais, a fait savoir le numéro 1 de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Faisant d'une pierre deux coups, Claudine Ndoussi Mwakembe a inauguré également un pont moderne jeté sur la rivière Chubungu, jadis effondré, qui relie plusieurs groupements et villages de Kabare sur la route Bagira-Moussidiko. Cet ouvrage permet désormais la reprise du trafic et des échanges commerciaux sur cet important axe routier. La patronne de l'emploi, Claudine Ndoussi Mwakembe, a mis à profit cette journée pour échanger ses vœux les meilleurs des nouvel an avec de nombreuses familles de ces milieux ruraux et les jeunes qui constituent sa base naturelle. Elle a aussi procédé à la remise des dons de nouvel an constitués essentiellement de tôles, clous, couvertures, casseroles et autres vivres aux nombreuses familles sinistrées victimes des incendies au courant de l'année dernière. Les bâtons de commandement ont changé de main à la direction générale de recettes et de la province de l'Ituri DGRPI. Les nouvelles autorités ont pris possession de leur fauteuil au terme d'une cérémonie de remise reprise avec le comité sortant, cérémonie présidée par le vice-gouverneur suivant. La province de l'Ituri a besoin de moyens conséquents pour réaliser ses projets de développement. Pour ce faire, l'administration militaire compte sur des personnes et ressources animées d'une conscience professionnelle à la tête de la direction générale de la province de l'Ituri. Voilà ce qui justifie le changement opéré au sein de la DGRPI. Désormais, c'est Tchekabo Jean-Laurent
qui va présider à la destinée de cette régie à Ituri, en remplacement d'Alain Maurice Dzibou au cours d'une cérémonie de remise et reprise ce mercredi, en présence du vice-gouverneur policier de l'Ituri, représentant son titulaire. Occasion pour le directeur général sortant de tracer le bilan de sa gestion durant 16 mois à la tête de cette régie financière provinciale en dépit de la contrainte sécuritaire du moment. Il est enregistré au compte de la province pour l'exercice 2022 une réalisation de 83,5% de l'assignation budgétaire grâce à l'œuvre et à l'action de ce comité de gestion. Pour sa part, le nouveau patron de la DGRPI met au centre de son cheval de bataille la lutte contre les antivaleurs qui gangrènent la régie. Nous exhortons tout le monde à la lutte contre les antivaleurs, telles que 1. La corruption qui a élu domicile dans les chefs de certains cadres et agents. 2. Les détournements des recettes à grande échelle pour des fins personnelles. 3. La consommation des recettes à la source. Au vice-gouverneur de province, le commissaire divisionnaire Alongabouni Benjamin, d'appeler la nouvelle équipe au changement de mentalité. Faites le travail aujourd'hui par conscience et non par la présence. Retenez toujours, je l'ai dit, ce n'est pas nous qui avons fait Ituri, mais c'est Ituri qui a fait de nous ce que nous sommes. Nous aimons développer l'Ituri. Ces pauvres contribuables qui vous paient les taxes doivent se retrouver dans les vécus quotidiens. Il faut dire que, bien avant cette cérémonie, l'actuel comité de gestion de la DGRPI avait réussi des instructions claires et fermes pour le bon fonctionnement de cette régie par le gouverneur militaire, le lieutenant général Lubuya Kashimodjouni. C'est par ici, mesdames et messieurs, que nous bouclons complètement ce journal. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 16h Tété Bungunja pour les actualités africaines, 19h Annie Mbalaka, 20h Sandra Nyangi Tabou. Moi, je vous retrouve demain à 7h. Au revoir. Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informer sur notre devoir.